変わるわよ。Salut tout le monde et bienvenue pour cette seconde partie de la rétrospective Cutie Honey, où je vais maintenant parler des suites données à la franchise, dans l'ordre chronologique s'il vous plaît. Et on commence tout de suite par un nouveau manga. Au début des années 90 sort donc un manga sobrement intitulé Cutie Honey 90. L'histoire prend place 30 ans après la mort de Sister Jill. Cutie et ses amis ont monté une agence surveillant les activités des Panther Claw, et ils vont devoir faire face au retour de la défunte Sister Jill, qui en fait n'était pas morte. Aux côtés de Go Nagai, on retrouve Hajime Sorayama, c'est un illustrateur connu pour ses pin-up érotico SF, notamment des gynoïdes. Avouez quand même qu'il est très bien choisi. Avec Hajime, le manga bascule davantage dans le style ecchi, vous savez, ces mangas très orientés sexuellement. Et il est vrai que même si le manga d'origine est assez clair sur le sujet, celui de 90 est complètement tourné vers le sexe, notamment dans les poses et actions beaucoup plus explicites. On le voit, c'est très adulte, et là vous en avez sur quasiment toutes les pages. J'en mets pas trop pour pas me faire bloquer sur YouTube, je fais de la censure, mais en tout cas, force est de constater que l'auteur prend la peine de bien dessiner les filles, car le reste, c'est assez quelconque. On a aussi le droit à l'apparition de Keiko Kamen, une héroïne créée par Go Nagai en 1978, et qui est un pastiche de Gekko Kamen, série Tokusatsu, de 1958. Elle combat uniquement avec un masque sur la tête. Tiens, c'est le bon moment de faire un point sur les tokusatsu. Donc tokusatsu est la contraction de tokushu et satsuei, qui signifie effets spéciaux. Le terme, né à la sortie du film Godzilla, est utilisé pour catégoriser un genre particulier, mettant en scène des productions avec de nombreux effets. Notamment les œuvres de Keiju, type Godzilla, les séries de héros qui se transforment comme Xor, et il s'avère que Gekko Kamen est reconnu comme étant la première série tokusatsu de héros. Pour les passionnés de comics, vous y verrez une ressemblance troublante avec Moon Knight, qui sortira 15 ans plus tard. Ne vous en faites pas, je reviendrai plus longuement sur le tokusatsu quand je ferai la rétrospective Xor. En 1994 sort 8 OAV de 30 minutes intitulé New Cutie Honey ou Shin Cutie Honey. L'histoire se déroule dans le futur puisque l'on retrouve Cutie Honey 100 ans plus tard dans la ville de Cosplay City. Une ville futuriste et plutôt sombre en décalage total avec notre héroïne ultra sexy. Évidemment, il n'y a pas les protagonistes d'origine, à l'exception de Danbei Ayami, qui est devenu un cyborg âgé de plus de 150 ans. Il y a même un épisode où Cutie rencontre Devilman, un autre personnage illustre de Go Nagai. Les 4 premiers épisodes sont focalisés sur Dolmek, un redoutable criminel, et ensuite l'organisation Panther Claw sera de retour pour les épisodes suivants. L'animation est quand même de bonne facture, dans le pur style des années 90, la Toei déclarant à l'époque avoir créé 3 fois plus de sel que d'habitude. Et franchement, cela se voit, c'est plutôt bien réalisé, très esthétique, Cutie est vraiment magnifique. Le souci, c'est que sur le fond, c'est pas trop ça. Les personnages sont peu développés, le scénario est plutôt convenu, et la nudité complètement gratuite et inutile. Bon, en même temps, c'est du Cutie Honey, donc la nudité complètement gratuite, on était habitué. Sauf que l'on pouvait s'en contenter en 1973, parce que c'était nouveau, mais pas 20 ans plus tard, quand bon nombre de dessins animés osent aussi la nudité, surtout dans les années 90 à cette époque. Alors en réalité 12 OAV étaient même prévus, mais les 4 derniers ne seront finalement pas tournés. On peut d'ailleurs voir dans le 8e épisode que ça sentait déjà la fin, puisqu'il y avait certains plans incomplets. 3 ans plus tard, en 1997, arrive une vraie série, plutôt soft, en 39 épisodes, Cutie Honey Flash. Alors conceptuellement, la série perd son caractère érotico-libertin et bascule vers un peu plus de sérieux, puisqu'elle prend le créneau horaire des séries de type Sailor Moon. D'ailleurs, une partie de l'équipe créative de Sailor Moon travaille sur Cutie Honey Flash, et notamment Mio Shimogasa, le Sakan, le directeur d'animation. Et cela se ressent très clairement dans l'influence visible quant à la conception générale. Il y a toujours des parties de nu, mais c'est très soft. Alors on a affaire à un reboot, c'est pas une suite comme les autres, puisque l'on retrouve notre chère Cutie Honey à 16 ans, et qui est une lycéenne combattant les Panther Claw, aidée par Seiji, le reporter, et un mystérieux prince
Ouais, un mystérieux prince, un peu comme dans Sailor Moon, avec Bordu, vous croyez pas? Donc même synopsis de base, mais aussi même personnage, puisque les plus familiers de la série d'origine ne seront pas dépaysés. Cela étant, un nouveau personnage important est introduit en la personne de Misty Honey, qui est l'opposé complet de Cutie avec ses cheveux longs et noirs, et une tenue un poil plus provocante. Cette opposition de style va jusqu'au choix du nom, car si le nom civil de Honey Kisaragi correspond au printemps dans le calendrier lunaire, Azuki, le nom de Misty Honey, correspond lui plutôt à l'automne. Donc forcément au début elles vont se combattre, et puis après elles vont s'allier, et lorsque le cœur des deux guerrières fusionne, elles créent la guerrière ultime, Hyper Honey, mais Misty disparaît dans le processus. En parallèle, au moins 3 adaptations manga sont publiées donc sous format papier dans la même timeline. Le premier est réalisé par Yukako Lisaka, le second est dessiné par Kazuyuki Sasaki sur les bases des textes de Ken Ishikawa, auteur lui-même d'une version en 1973, et enfin, le mangaka Shinko Kumazaki s'attaquera à la 3e version. Et puis dans les années 2000 débarquent pas moins de 3 nouveaux mangas, mais 2 réellement intéressants et très opposés. J'exclus tout de suite le dernier, sorti en 2004 et intitulé Cutie Honey Seed, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit plus d'un spin-off dans une réalité alternative, où Cutie Honey est une série télé suivie par son plus grand fan, Yuta, qui un jour rencontre une extraterrestre qui l'appelle Honey Kisaragi et qui développera des pouvoirs similaires à la gynoïde sexy. Premier manga de la nouvelle fournée des années 2000, en 2002 sort Cutie Honey Tenyo Densetsu, The Legend of Angel, appelé aussi Cutie Honey 21 pour le 21e siècle. Dans cette histoire, on suit les aventures de Seiko Ayami et son assistant Hisashi Hanyu qui enquêtent sur des problèmes étranges et se retrouvent confrontés très rapidement au Panther Claw de Sister Jill et de Zora. En réalité, l'assistant de la détective est Cutie Honey, du coup cela semble faire suite au manga de 1990. On monte aussi d'un cran par rapport au caractère érotique, le manga est très explicite quant aux diverses poses des personnages féminins, sans que cela n'apporte grand chose au récit, si ce n'est des tentatives d'humour qui ne fonctionnent pas chez moi. Et là pour le coup, le sexe est vraiment à toutes les pages. Les femmes sont nues en permanence, c'est carrément même des enjeux scénaristiques. Dans l'histoire, la détective donc s'appelle Seiko Ayami, ce nom ne vous est pas inconnu si vous avez tout suivi. Elle est le second personnage féminin très bien pourvu, qui doit se faire violer au moins 2 fois dans le manga, y compris par l'ensemble des sbires des Panther Claw, sans que cela ne la choque, voire même elle a l'air d'apprécier en fait. Et je vous avoue, c'est plutôt gênant. Il y a aussi quelques scènes assez violentes, et d'autres viols, puisque je vous ai dit que le sexe était aussi un enjeu scénaristique. En effet, Sister Jill devient dans cette série ce qu'on appelle une chimale, donc elle est dotée d'un pénis, et c'est avec ce pénis qu'elle va transformer les femmes en terribles monstres, donc par le biais du viol. Bon, je vous passe toutes les scènes, je suis vraiment pas fan, l'histoire est pas super intéressante, c'est beaucoup de sexe complètement gratuit et inutile, c'est aussi parfois du grand n'importe quoi, l'image d'une Cutie Honey qui se transforme en Mazinger Honey. Bref, pour moi, c'est un manga que je préfère mettre de côté. Entre 2003 et 2005, un gros projet voit le jour autour de la franchise. D'abord arrive le second manga que j'évoquais, intitulé Cutie Honey Go Go en 2003. Manga spécial puisqu'il représente la première pierre donc du projet plus vaste comportant également une série d'OAV et un film live. On a le droit à un nouveau départ en format plutôt court, en effet il y a peu de chapitres puisque tout a été compilé en un seul volume. C'est réalisé par Shinpei Ito, pas très connu chez nous, plutôt spécialisé dans le style seinen et ecchi, ce qui va bien avec l'univers de notre héroïne d'ailleurs, et connaissant le bestiau, on pouvait s'attendre à un projet dans la même lignée que le manga précédent. Et ben en fait il n'en est rien. Le manga est plutôt soft, et même très soft considérant la matière première utilisée l'auteur et ce qui a été fait juste avant. Il y a très peu de scènes de nudité, le dessin est simple, voire même simpliste, il est complètement épuré, et le synopsis est assez classique avec les Panther Claw, Sister Jill, etc., etc. Cela étant, il est mis au goût du jour avec un trio de personnages qui s'articule entre le reporter Seiji, Cutie Honey et Natsuko, membre du bureau de la sécurité publique chargé d'enquêter sur les Panther Claw et la guerrière de l'amour. Veuillez donc noter que le background de Natsuko est revu, puisque dans le manga d'origine, c'était la meilleure amie de Cutie, écolière comme elle, et même physiquement elle a complètement changé. Alors on peut avoir plusieurs avis sur ce manga, j'ai pas forcément accroché mais je le trouve quand même plutôt pas mal, surtout par rapport à la version précédente, et puis surtout, il représente le fer de lance de ce qui va suivre, l'introduction du premier film live et la réalisation de 3 nouveaux OAV. Et vous allez voir que les moyens sont là pour faire de ces 2 œuvres une vraie réussite. Intitulé Cutie Honey Rebirth ou Renaissance, les 2e et 3e parties du projet
le film live et les OAV sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que vis-à-vis du manga. Notamment parce que ce sont des œuvres de visuel et parce qu'ils réutilisent le thème d'ouverture et sont assez proches du point de vue de la réalisation générale. Ce qui n'est pas illogique quand on sait que c'est le studio Gainax, responsable de Nadia, le secret de l'eau bleue, Evangelion, ou encore Gurren Lagann, qui est aux commandes des deux œuvres. Globalement, il bénéficie d'un synopsis très similaire puisque l'histoire générale et les personnages sont identiques. On retrouve ainsi le même trio que pour le manga, bien que le caractère design soit quelque peu différent, notamment pour Natsuko version papier. Les principales différences entre film et OAV portent sur le traitement des relations de ce trio un peu plus profond dans la partie animée, tout comme l'histoire qui est plus développée et la nudité beaucoup plus présente par rapport au film où elle est quasi inexistante. Comme je vous le disais, le générique d'ouverture est le même, il s'agit de la version chantée par Kumi Koda, dont je vous parlais dans la première partie. Kumi Koda est une chanteuse pop très célèbre au Japon, notamment pour avoir lancé la mode Hero Kawaii, mais qui en 2004 n'a que 4 ans de carrière derrière elle. Le film live est réalisé par Hideaki Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion. Excusez du peu. Pour mémoire, il a aussi travaillé sur Nausicaa, Macross ou encore Le Tombeau des Lucioles, un film que je ne veux plus du tout voir de ma vie. Parce que c'est trop triste. C'est un vétéran donc de l'animation. Hideaki décide d'adapter le manga à la lettre, dans son esprit, la partie sexuelle en moins bien évidemment, ou du moins hors champ. On a le droit à un film complètement barré à la japonaise, qu'il ne faut absolument pas voir avec sérieux, et qui n'est pas forcément fait pour un public occidental standard. C'est du délire à chaque plan, alors certes c'est pas forcément le film de l'année, il est clairement surjoué, mais franchement c'est une très bonne adaptation d'un manga. Pour moi c'est plutôt une sorte de plaisir coupable, que j'aime bien regarder, notamment jusqu'à la fin du premier combat. C'est du film tokusatsu pur jus, si vous prenez encore du plaisir à regarder XOR ou Bioman, vous allez adorer ce film. Franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Pour une fois qu'on a une adaptation plutôt correcte d'un manga, il faut le souligner. Le rôle titre est assuré par la jolie Eriko Sato, que je vous avoue ne pas connaître du tout, comme les autres acteurs d'ailleurs, à l'exception de Go Nagai, qui à l'instar de Stan Lee dans les films Marvel, fait une brève apparition. Le film a fait l'objet d'une version française, et vous pouvez le trouver facilement en VO sous-titré en anglais sur YouTube. Quant aux OAV, ils sont au nombre de 3 pour 45 minutes chacun et sont sortis 2 mois après le film. Ils ont été coproduits par Gainax donc, et par la Toei qui détient les droits. Globalement, la réalisation est plutôt bien faite, bien qu'elle ait pu en rebuter quelques-uns puisque chaque épisode a son réalisateur attitré. Mais au final, c'est une série qui a son style identifiable et c'est une très bonne chose. Pour moi, parmi tout ce qui a été produit après le premier manga, c'est clairement la version de Cutie Honey que je préfère. Je la trouve rafraîchissante, la nudité est toujours présente, mais sans pour autant être le principal intérêt. Il y a une histoire qui se laisse suivre, et qui est agrémenté d'un design plutôt réussi, ainsi qu'un découpage de plans assez original, propre au studio et qui d'ailleurs me fait penser à un autre de ses chefs-d'œuvre, dont je parlerai un jour, Gurren Lagann. En 2007, nous avons eu le droit à une série tokusatsu cette fois, appelée Cutie Honey The Live. Série de 26 épisodes écrite par Toshiki Inoue, très connu dans le milieu de l'animation et des séries. Et surtout très prolifique, Par exemple, il a bossé sur Jetman, et puis plein d'autres tokusatsu. Donc quand il reprend Cutie Honey, c'est clairement pas un débutant. Le synopsis reste le même, j'y reviens pas, Gynoïde, Papa assassiné, Pantherclaw, tout ça. La différence principale est que Honey va rencontrer 2 personnages importants que sont Miki et Yuki. Les deux ayant servi de sujet d'expérience à ce bon vieux docteur Kisaragi, qui les a rejetés quand il a constaté leurs défauts. La première vous fera penser indubitablement à Misty Honey, et effectivement c'est voulu. En outre, son nom est tiré de Miki Makimura de Devilman. Quant à Yuki, elle peut un peu faire penser à Sister Jill, notamment dans la version Rebirth de Cutie Honey. Les 2 personnages ont la particularité d'utiliser le système dit Honey, c'est-à-dire le même que celui de Cutie Honey, mais qui tient davantage du prototype. Elles se feront appeler respectivement Sister Miki et Sister Yuki. Je ne vous en dis pas plus sur leur background au cas où vous voulez voir la série. Bon, je vous dis tout de suite, la série est pas terrible, Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que les 2 nouveaux personnages introduits ne sont pas parfaits, du coup elles ont quelques défauts qui sont propices à quelques développements scénaristiques de l'intrigue. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. La série met également en scène des visages plus connus comme Seiji ou Natsuko. C'est Miki Hara qui tient le rôle de Cutie Honey. C'est d'ailleurs son premier rôle à l'écran. Elle apparaîtra dans d'autres films comme Kamen Rider en 2012 et Hurricane Polymar en 2017. Puis sachez que c'est Go Nagai qui interprète le docteur Kisaragi. Eh oui, le papa de Honey. La série en elle-même donc ne fait clairement pas partie des meilleurs tokusatsu, loin de là. Du peu que j'en ai vu, car la série n'est pas facile à trouver, on a plutôt l'impression de voir une série du début des années 90, un peu lisse graphiquement, et puis ne regardez surtout pas pour la nudité. Là, il y a rien de rien. J'ai même l'impression que les actrices ont une sorte de body couleur peau quand elles se transforment. Et même les scènes de combat, c'est pas terrible, ça va à 2 à l'heure. Je préfère largement le film de 2004, même si scénaristiquement, il y a des idées plutôt bienvenues qui nous changent un peu du pitch habituel. En 2016 sort un second film live appelé Cutie Honey Tears,
produit par la Toei et réalisé par Takeshi Asai, que je ne connais absolument pas. Ici, on change complètement de décor. On est dans un avenir plus ou moins éloigné, où un virus a décimé une partie de l'humanité, et la planète subit des conditions météorologiques terribles. On voit donc un monde divisé en deux zones, la zone supérieure pour les riches, donc en hauteur, et les bas-fonds juste en dessous pour les pauvres. C'est dans ce monde qu'un spécialiste de la robotique va créer une gynoïde, en mémoire de sa fille, qui hélas va tomber dans la zone des pauvres, mais qui se relèvera afin de lutter pour un avenir meilleur et qui défendra les zones inférieures parce qu'en plus c'est une excellente combattante. Ah non, c'est pas Gunm. Non, c'est bien Cutie Honey, enlevez-moi ça, enlevez-moi ces images. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, j'exagère, hein. Le scénario n'est pas exactement le même que celui de Gunm, il y a quelques petites différences, mais déjà, on sent un peu quelques ressemblances. Bref, là aussi il y a du Panther Claw et du Sister Jill, c'est la même chose que d'habitude, mais dans un environnement complètement différent. Je vous avoue, il se passe pas grand chose dans ce film, hein. On se lasse vite et on comprend rien, mais ça c'est peut-être parce que je l'ai vu en VO sous-titré en espagnol. Mais au final, les combats sont vite expédiés et Honey n'a même pas d'épée. Par contre, je trouve que l'actrice Maria Nishushi est super jolie. C'est une mannequin chanteuse qui a fait quelques apparitions au cinéma. Le problème du film par rapport à celui de 2004 est qu'il se prend beaucoup trop au sérieux, et ça se voit tout de suite. Toute la partie humoristique propre à la série a disparu complètement, c'est clairement un sous-gun. Il est propre graphiquement, les effets CGI sont de bonne qualité. D'ailleurs, j'apprécie la séquence de transformation de Cutie, mais globalement il est très mal chorégraphié, voire pas du tout chorégraphié. Il mélange les défauts de tous les autres sans quasiment aucune qualité. Scénario convenu et repompé, pas de chorégraphie, là où le film d'Hideaki Anno était complètement débridé, on passe d'un plaisir coupable à un gros navet, donc très vite oubliable. Et enfin, je terminerai par une dernière série animée, Cutie Honey Universe, réalisé par Akitoshi Yokoyama, qui a fait pas mal de choses, que ce soit en tant qu'animateur clé ou directeur d'animation. Il a travaillé sur des titres comme Cowboy Bebop, Escaflowne, City Hunter, Kill la Kill que j'aime beaucoup, et bien d'autres. Il est épaulé par Shuichi Iseki comme character design. Alors c'est un énième reboot, remake, direct de la série de 73, puisque l'on retrouve le même contexte avec l'école Sainte-Chapelle, ainsi que les personnages issus du manga d'origine, comme la meilleure amie de Cutie ou la chef des filles moches de l'école qui ressemble à un mec ultra costaud. Une sorte de retour aux sources colorées, faite avec les moyens de l'époque, et forcément, vu que c'est un dessin animé, on a le retour de la nudité et de la sexualité débridée, mais pas trop quand même, on est en 2018. Cela étant, on a quand même l'épisode malsain de la statue, dont je vous parlais dans la première partie. 12 épisodes composent de cette œuvre très mal accueillie au final. Les 6 premiers suivent grosso modo l'histoire du manga avec l'attaque de l'école tout en enlevant l'aspect émotionnel. Et par exemple, dans le manga, toutes les filles se font tuer décapitées. C'est clairement horrible, et à un moment, la meilleure copine de Cutie est transformée en rocher par cette dernière pour se cacher, comme dans l'animé de 2018, Ils ont fait la même chose. Sauf que voilà, dans le manga, elle arrive à sortir et elle se fait désintégrer car elle est confondue par l'ennemi avec Cutie Honey. C'est saisissant comme passage, on s'y attend absolument pas. On est face à un drame décrit comme une sorte d'horreur tranquille. Dans la série, on a un lourd moment sur les réflexions de l'amie en mode caillou, elle sort, et puis débarque la chef des moches qui était méchante au début mais finalement non, et qui finit par crever parce qu'elle est moche, et la meilleure amie est sauvée afin de préserver une sorte de happy end. Bref. Moi j'aime pas, c'est du copier-coller sans caractère de la série d'origine, et en plus pour la première fois le dessin animé ne réutilise pas l'excellente musique d'introduction. Pour moi c'est du gâchis et c'est dommage. Pour résumer, si vraiment je devais vous conseiller quelque chose, c'est la lecture du manga d'origine en restant dans le contexte de l'époque, ainsi que la vision de la série de 73, très kitsch, c'est vrai, dépassée techniquement aussi, mais qui a son charme. Maintenant, si vous voulez vraiment du nouveau et que je devais vous conseiller un seul titre par genre, je dirais le triptyque Rebirth de 2004. Le manga, Cutie Honey Go Go, la série animée Cutie Honey, et bien sûr, le film live. Attention, ce n'est que mon avis et j'ai dû en choisir un par catégorie. J'ai parfaitement conscience que d'autres sont également très intéressantes, et par exemple, moi j'aime beaucoup Shin Cutie Honey. J'en ai donc fini avec la rétrospective Cutie Honey, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à faire part de votre expérience avec la série, ou tout simplement à partager. Moi je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous.